Comment devenir blogueur à plein temps? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent, ou comment lancer ma startup, comment la réussir? Je vais essayer de vous faire partager quelques-unes de mes retours d'expérience là-dessus, avec quelques projets réussis, puis quelques projets banqués. Alors tout d'abord, la première chose, il faut savoir que ça prend du temps. Il ne faut pas se dire, tiens, je vais lancer une startup ou devenir blogueur pro en bossant 1 heure par jour. Malheureusement, ce n'est pas vrai, ça ne marchera pas. Moi, je l'ai vécu à un moment donné avec des amis, grosso modo vers 2010. On a voulu en fait monter un site internet, une start-up ensemble. Il y avait 2 développeurs, il y avait moi-même au marketing, et en fait on n'a jamais réussi. On a fait start down, on n'a jamais réussi à finaliser le projet. Pourquoi? Parce qu'en fait on ne le voulait pas assez. On avait tous à l'époque les compétences et les moyens de créer une boîte sur le web, et c'était le bon moment, sauf qu'en fait on ne s'est pas investi suffisamment. Pour s'investir suffisamment, il faut se dire ok, combien vous êtes capable de mettre en fait de temps, d'énergie et d'argent là-dessus. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on passait d'un appart à l'autre 2 fois par semaine, et puis on essayait de travailler aussi le samedi après-midi. Donc on faisait grosso modo on va dire 1 ou 2 soirs par semaine et une après-midi. Et en fait, on n'était pas super productif, on discutait, on restait plutôt dans le concept. On n'allait pas en fait en plus sur l'essentiel. Je me souviens, mes amis qui étaient développeurs étaient vraiment des perfectionnistes. Et à chaque fois en fait que je leur disais non mais il faut aller plus vite, c'est attends, on est en train de préparer la structure de la base de données, on est en train de préparer ceci. Je dis mais attends, il y a un code, il y a un plugin qui permet de faire ça, blablabla. Ils disaient non mais on va tout refaire nous-mêmes, c'est vachement mieux, ça va être plus optimisé, etc. Alors si c'est vrai qu'il faut vraiment optimiser, il ne faut pas être perfectionniste. C'est vraiment la chose qui est importante à retenir. Essayez de faire le mieux possible la fonction qui va faire la différence sur le marché, que les gens vont vouloir acheter et pour lesquels ils vont dire oh, c'est cette solution que je veux et pas une autre. Donc là, c'est vraiment important de se dire ça. Ensuite, il faut se dire que vous avez que 24 heures dans une journée. Et dans ces 24 heures, il faut au moins dormir 7 heures. Et je ne plaisante pas là-dessus parce que moi, je me suis rendu compte que le fait de rogner sur ces heures de sommeil, en fait, ça nuit fortement la productivité. Il y a pas mal de gens, en fait, qui disent ouais, mais levez-vous tôt, levez-vous 1 heure plus tôt, levez-vous à 5 heures du matin, à 6 heures du matin, faites du sport, faites ceci, faites cela. C'est bien si, en fait, vous vous couchez plus tôt et que vous êtes du matin. Moi, je suis plutôt du soir. Alors, me lever tôt le matin, je préfère travailler tard le soir et je suis beaucoup plus productif parce que je suis créatif, etc. En revanche, on peut se lever tôt 1 fois, 2 fois plus tôt dans la semaine, mais on ne va pas le faire 10 fois parce que moi je m'en rends compte très bien. Quand j'ai fait comme ça des efforts pour travailler plus tard le soir parce que j'avais un truc à rendre, j'avais une échéance, après en fait le lendemain qu'est-ce qui se passe, ou les jours d'après, je commence à arriver chez moi, je commence à travailler. Et tout d'un coup, je me laisse un peu distraire, je regarde une petite vidéo sur YouTube, je regarde une vidéo sur Facebook, où je me dis tiens, je vais me faire un café, je vais faire ceci, cela. Donc en fait, il faut véritablement éviter ça et se dire tiens, il faut que je sois focusé, il faut que je sois vraiment là-dessus, que je sois en forme. Si je suis fatigué, je sais que j'aurais une tendance à me laisser distraire, et puis pire encore, au bout d'un moment, tout simplement à force d'avoir fait des efforts et rien avoir en retour, ce qui va se passer, c'est que vous allez en fait être démotivé et vous allez dire ouais, mais ce projet ça marche plus trop, j'ai plus trop de résultats, etc. Donc c'est vraiment important de faire ça. C'est également, comme je disais, rester focusé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser distraire en mettant par exemple la télé en toile de fond. Alors ça, j'avais fait à un moment donné, je regardais en même temps des reportages et puis entre guillemets je travaillais, sauf que je me suis rendu compte que je faisais beaucoup d'erreurs d'inattention, que j'étais pas très efficace, et même si je pensais capter uniquement 5% du documentaire, si je pensais être aussi efficace, finalement je perdais beaucoup de temps. Donc maintenant en fait j'essaye vraiment au maximum de travailler sur un sujet, et si je peux j'essaye de mettre un petit peu de musique, même parfois je ne mets pas de musique du tout. Donc voilà, c'est vraiment important de se dire ok, combien de temps je peux y accorder. Alors bien entendu il y a une option, c'est d'analyser comment vous allez dépenser votre temps. Voilà. Comment dans une journée vous dépensez votre temps. Moi je le vois, il y a beaucoup de gens qui disent oh non mais je suis débordé, j'ai rien le temps de faire, et quand on discute un petit peu avec eux, je rentre à la maison, je regarde une petite série télé, je mets le journal télé, puis après je vais sur Facebook, et puis je fais ceci, cela. En fait il faut analyser son temps et savoir en fait comment vous pouvez supprimer tous les petits trucs qui font perdre du temps dans la journée. Alors perdre du temps, il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Par exemple le midi, moi pendant que j'ai créé ma startup la première fois, le midi j'essayais de travailler pendant une demi-heure, 1 heure là-dessus. Donc je prenais un sandwich 2 fois par semaine et hop, j'essayais de bosser sur ce sujet. Et là par exemple j'ai une grosse échéance parce que j'ai un livre à écrire. Qu'est-ce que je fais en fait? 2 fois par semaine le midi, je prends un sandwich au bureau et je travaille sur ce sujet-là. Un autre exemple, c'est par exemple combien de temps vous passez
par jour à regarder la télé. Moi, je vous donnerai mon cas personnel. À un moment donné, qu'est-ce que je faisais? Le soir, je regardais le journal télé, c'est le journal en replay, hein, pas en live. Ensuite, le lendemain matin, qu'est-ce que je faisais? Je regardais le magazine Métro gratuit dans les transports. Et finalement, je me suis rendu compte en fait que je regardais les mêmes actualités, je regardais 2 fois la même chose. Et après, pire que ça, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que finalement, d'un jour à l'autre, les actualités bougent pas autant que ça. Et donc là, j'en suis arrivé à un point où en fait, je regarde le journal télé en replay à peu près tous les 2-3 jours par semaine maximum, et tout simplement ça me manque pas plus, ça me manque pas, et puis surtout je me tiens au courant parce que sur Twitter, sur Facebook, dès qu'il y a quelque chose qui est important, et je suis tenu au courant. Donc voilà, il y a des choses comme ça qu'on peut identifier qui permettent de gagner du temps. Je donne un autre exemple. En fait, là, j'ai changé de travail il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais plusieurs choix pour l'itinéraire, donc pendant à peu près 3-4 jours, j'ai testé différents itinéraires. Puis finalement, je me suis rendu compte que je pouvais gagner à peu près 10 minutes par jour en allant en trottinette le matin pendant une partie du trajet pour en fait gagner du temps. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en faisant ces 10 minutes de trottinette aller, 10 minutes de retour, finalement en fait je perdais plus de temps que je n'en gagnais. Alors ça paraît assez étonnant puisque j'arrivais à arriver 10 minutes plus tôt au bureau et je me disais tiens, je vais pouvoir travailler 10 minutes de plus. Sauf qu'en fait sur un trajet qui durait à peu près 45 minutes, je perdais du temps parce que j'étais plus efficace en passant 1 heure de trajet en consultant mon iPhone, en répondant aux emails, en faisant du Twitter, du Facebook, etc. etc. Donc 1 heure de trajet où j'étais efficace, grosso modo, pendant la moitié du temps, alors que un trajet de 45 minutes, j'étais efficace véritablement pendant même pas 10 ou 20% du temps. Donc c'était beaucoup plus intéressant pour moi d'être en fait en transport, de mettre 1 heure au lieu de 45 minutes, grosso modo 45-50 minutes là-dessus. Donc c'est vraiment une analyse du temps. Après, il faut se dire aussi que il faut avoir en fait un but. Enfin, un but, en fait, faut dire, tiens, je fais ça pendant tant de temps. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas de résultats, si vous n'avez pas des objectifs, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, vous allez être un petit peu découragé, vous dire, ouais, je fais tout ça pour rien, et puis en fait, on va y passer. Donc, il faut se dire, ok, qu'est-ce que je veux faire? Par exemple, lorsque j'ai voulu monter ma start-up, on s'était dit, on va faire tel montant de chiffre d'affaires, tel montant de chiffre d'affaires. Et donc, en fait, moi, j'avais un petit fichier Excel et je tenais, en fait, un petit journal avec les dépenses qu'on avait fait et avec le chiffre d'affaires qui était généré. Et comme ça, je pouvais voir, où on en est. Et surtout, c'est ça qui est important, c'est que j'avais défini un moment où je devais switcher. Switcher, c'est-à-dire que, à partir, 2000 € par mois, je ne me souviens plus exactement, à 2000 € par mois, une personne est capable de switcher, passer à plein temps sur le sujet. Donc ça, c'est important de se dire ça. Alors, il faut faire attention aussi à ne pas trop dégrader sa vie personnelle. Il faut toujours indiquer à ses amis, sa famille, qu'on va uniquement travailler comme ça ou faire ça pendant un certain temps. Parce que si vous le faites pendant trop longtemps, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? En fait, les gens en ont marre et puis votre couple, votre vie de famille peut véritablement être touchée. Ce que moi j'essaye de faire, c'est que ça va durer, c'est un projet, par exemple là j'ai un projet d'écriture d'un livre et j'ai dit à ma femme, ça va durer grosso modo jusqu'à fin février, je vais devoir être bloqué sur tel sujet, je vais devoir avoir plus de temps et j'aurai moins de temps pour toi, mais en échange après quand c'est fini, je t'offre un week-end ou quelque chose comme ça. Donc là je dis un temps, je mets une récompense derrière et j'explique pourquoi c'est important. Ça aussi c'est pour vos amis, votre famille. Ce que je fais également aussi, c'est que quand j'essaye d'être avec ma femme ou ma fille, j'essaye d'être à 100% présent. Ça, c'est vraiment essentiel, être à 100% présent, c'est-à-dire que quand ma fille est en train de manger, je suis à côté d'elle, je ne suis pas avec mon smartphone, je ne suis pas en train de regarder l'ordinateur, mais je suis à 100% avec elle, je discute avec elle, j'interagis, pareil. Donc c'est vraiment important parce que ça permet de montrer que vous êtes focusé, que vous n'êtes pas tout le temps sur votre projet et ça évite en fait que les gens après soient complètement dégoûtés parce que vous ne faites plus attention à eux, etc. etc. Donc être focus. Deuxième chose, si vous avez un enfant aussi en bas âge, c'est important de lui montrer comment on doit être concentré sur quelque chose. Parce qu'autrement, si vous, quand vous êtes en train de manger avec votre famille, vous regardez la télé, vous regardez votre smartphone tous les 5 minutes, en fait, ça donne un mauvais exemple à votre enfant et ensuite, lui, forcément, quand il vous écoutera ou quand il écoutera à l'école, il sera beaucoup moins focusé là-dessus. Donc voilà. Je disais également, utilisez de manière intelligente votre pause déj.
La pause déjeuner en France, c'est sacré, c'est 1 heure. Et grosso modo, si vous vous débrouillez bien, vous pouvez avoir 45 minutes de productivité tous les jours grâce à ça. Alors l'astuce, en fait, c'est d'emmener sa bouffe au bureau. Alors ça fait un peu radin toujours, c'est pas très bien vécu partout, mais en fait c'est vraiment un outil qui vous permet de gagner 45 minutes de tous les jours de productivité et même d'économie. C'est-à-dire que vous emmenez en fait votre petite boîte que vous faites le soir avec votre petite bouffe et pour que ça soit accepté, la bonne astuce c'est de dire voilà, je fais un régime. Et là, en fait, je fais un régime où je suis en train d'essayer de perdre du poids, je suis en train de faire ceci, faire cela. C'est le prétexte, en fait, pourquoi vous allez expliquer à vos collègues, pourquoi vous allez manger avec eux pendant 2 jours, 3 jours dans la semaine. Et parce qu'en fait, il faut toujours continuer à faire ça, parce que si vous êtes tout le temps à bouffer de votre côté, de jamais être avec les autres, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez petit à petit vous exclure vous-même de l'organisation et de l'entreprise, et donc c'est pas bon non plus, puisque en fait le but en fait c'est de switcher, comme je vous l'ai dit. À un moment donné, c'est se dire ok, j'ai mon boulot qui me permet de entre guillemets vivre, payer les factures, et ensuite j'essaye de switcher à un moment donné, et donc il faut que ce switch se fasse dans les meilleures conditions, parce qu'on va pas sauter comme ça sans parachute. Alors après ça peut être une possibilité, hein. On a vu comme ça dans l'histoire des gens qui disaient on va brûler nos navires pour tout simplement pas avoir de choix et se dire ok, je suis obligé de réussir. Mais bon, ça c'est une décision qui est quand même assez forte et qui est pas facile à prendre. Voilà. Également, moi ce que je fais, c'est que généralement quand je pars en vacances, en fait je me donne en fait des objectifs boulot et perso. Par exemple, là quand je suis parti dernièrement en vacances, j'avais dit ok, voilà, tous les matins en fait, je me consacre 2 heures à faire ce travail sur tel projet, et après en fait tout simplement je vais passer après du temps pour ma famille, pour mes amis, pour la vacance à 100%. Donc c'est ça qui est vraiment essentiel, c'est se dire ok, voilà, je suis capable en fait de différencier et de dire exactement qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je fais pas. Alors ça en fait c'est vraiment essentiel, les vacances, vous pouvez prendre des jours de congé pour ça, parce qu'il faut être focus à 100%. Alors moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'il faut travailler en sprint. Travailler en sprint, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait, vous dites voilà, j'ai un temps limité, j'ai par exemple 3 jours, et sur ces 3 jours de vacances en fait, je vais faire telle chose, accomplir telle chose. Alors si vous êtes en vacances, comme je vous le disais, vous pouvez accorder comme ça par exemple votre demi-journée pour le fun, et puis une journée après pour le reste de la journée pour le perso. Mais vous pouvez également dire moi je vais en fait prendre une demi-journée, puis je vais pas travailler à la maison, je vais travailler dans une bibliothèque, ou je vais travailler dans mon entreprise. Ça m'est arrivé des fois quand je voulais avancer et bosser, je me levais comme d'habitude et hop, j'allais travailler directement là-bas au travail, parce que je sais très bien que j'ai pas grand chose d'autre à faire. Je me mettais par contre dans une salle pour pas être dérangé par mes collègues, parce qu'autrement les gens se disent ah ouais, mais il est au travail, il est là pour bosser. Non, c'est un truc perso, donc vous prévenez, vous dites voilà, non, aujourd'hui je suis ok dans une salle de réunion, mais c'est pour avancer sur un de mes projets perso, parce que ceci, parce que cela. Voilà, ça permet d'avancer. En revanche, comme je vous le disais, pour être efficace, il faut travailler en sprint. Alors moi je l'ai vu, il y a 2 moyens d'avancer sur un projet. Le premier moyen, c'est tout simplement de travailler un petit peu tous les soirs. Par exemple, là quand j'écris un bouquin, j'essaie d'écrire 2-3 pages, on va dire tous les jours, et tout petit à petit, tac, 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 ça avance. Ça c'est une très bonne méthode lorsqu'on doit en fait avoir un projet sur le long terme, et ça permet très facilement d'avancer sans que ça soit trop pénible. Vous organisez une routine, c'est-à-dire que dès que vous rentrez, immédiatement, sans rien attendre, sans commencer à faire autre chose, par exemple à commencer à allumer la télé, regarder Facebook, etc., vous dites ok, maintenant je bosse 45 minutes, je bosse 1 heure sur ce sujet-là. Alors il ne faut pas que ce soit trop long, hein, mais il faut que ça soit quand même assez important. Et surtout, vous ne vous arrêtez pas. Moi je dis toujours que la productivité, c'est un petit peu comme une envie de pisser. C'est-à-dire que si vous vous arrêtez pour pisser, pour prendre un café, pour ceci, pour cela, en fait ça y est, vous avez perdu. Il faut au contraire se retenir, et vous vous rendrez compte que la productivité c'est ça. Si vous arrêtez, si vous restez devant votre ordi, vous continuez en fait à tenir comme si vous aviez envie de pisser, mais vous n'y allez pas, tout de suite l'envie de s'arrêter va justement s'arrêter, et hop, vous allez pouvoir être plus productif. Donc ça c'est la première méthode, un petit peu tous les jours. La deuxième méthode, c'est le sprint. Moi j'aime bien cette méthode là aussi, parce qu'en fait elle permet de se concentrer sur un sujet. C'est-à-dire que voilà, vous avez 3 jours de vacances, et dans ces 3 jours de vacances en fait vous passez au minimum une demi-heure, 1 heure à planifier tout ce que vous allez faire
je dirais pas heure par heure, mais quasiment heure par heure. C'est-à-dire, bah voilà, pendant 3 jours, j'ai des vacances complètes, on va dire des full time. Et en fait, vous dites, voilà, le matin, qu'est-ce que je vais faire? Pendant 1 heure, je vais travailler sur ce sujet. Pendant 2 heures, je vais travailler sur ça. Ensuite, je fais une petite pause, je vais aller faire 2-3 courses, ou je vais aller faire un peu de sport, je vais me préparer à manger. Ensuite, pendant 2 heures, je vais travailler là-dessus. Et ensuite, pendant 2 heures, je vais travailler là-dessus. Alors, bien sûr, il faut être réaliste. Le problème souvent lorsqu'on fait ça, c'est qu'on se dit, oh, mais ça va me prendre juste 1 heure. Oh, ça doit me prendre une demi-heure. Généralement, c'est jamais le cas. Donc, rajoutez toujours au minimum 25% du temps que vous estimez pour cette tâche-là, afin que vous ayez en fait une estimation qui sera plutôt vraie. Et vous verrez, au bout d'un moment, soit vous ajouterez systématiquement 25% ou 50% du temps. Et en ayant comme ça optimisé pendant ces 3 jours tout votre temps, en disant tiens, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça, bah, vous allez en fait pouvoir réaliser, je dis pas tout, mais au moins 80% de ce que vous avez fait. Une autre chose également, au niveau du temps, c'est de savoir en fait sous-traiter une partie du travail. On ne peut pas être bon partout. Il n'y a pas très longtemps, j'ai encore lu un article qui m'a fait bondir, comme d'habitude. Alors c'est encore un article avec du dogme. C'est par exemple, pour être un grow hacker, donc quelqu'un qui fait la croissance, hein, qui développe la croissance d'une entreprise, il faut être développeur. Alors là, ça m'énerve beaucoup, parce que c'est en fait comme si on disait à quelqu'un, si tu veux réussir dans la musique, bah, il faut que tu saches chanter, il faut que tu saches utiliser un logiciel de composition musicale, il faut que tu saches aussi faire un peu de piano, parce que tout commence généralement au piano, puis il faut que tu connaisses aussi un petit peu de rythmique, donc ce serait pas mal que tu connaisses la basse, et puis bon, tant qu'à faire, si tu sais faire un petit peu de basse, tu pourrais faire aussi de la guitare, et pourquoi pas un petit peu de batterie, parce que bon, c'est quand même plus intéressant d'avoir de la batterie. Donc bien sûr que c'est idéalement, dans le meilleur des mondes, quelqu'un qui veut faire du growth hacking, quelqu'un qui veut devenir chanteur, doit maîtriser tous les aspects de son métier. Or, en fait, on se rend compte que c'est pas comme ça que ça marche. Généralement, il faut maîtriser un minimum, il faut connaître un minimum les choses, mais surtout, il faut être très bon dans un domaine et essayer de réduire un petit peu ses gaps, mais surtout être très très bon dans un domaine. Un très très bon chanteur, ça sert à rien qu'il sache aussi faire très très bien de la batterie, de la guitare, du solfège et tout ça. C'est important, en fait, qu'ils connaissent bien la chanson, qu'ils soient plutôt bons là-dessus, mais c'est pas ça, en fait, qui va être la grosse différence. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que il faut savoir externaliser un certain nombre de choses et se dire bon, ok, c'est pas la peine que j'apprenne tout. À un moment donné, en fait, j'avais un de mes amis qui a sa boîte à full time, son entreprise est sur le content marketing and coaching. Au début, il était tout seul et puis il a sous-traité une partie du développement et puis il s'est dit bah tiens, faut quand même que je maîtrise un petit peu pour ce que je sache ce que la personne va faire. Et si elle essaye de pas de m'enfumer parce qu'il est passé par beaucoup de prestats. Et c'est vrai que ça lui a permis d'apprendre un peu, mais il s'est dit après, non mais stop, j'ai pas besoin d'être développeur parce que j'ai plus d'intérêt moi à faire ça, écrire du contenu, donner du conseil, du coaching, que d'aller développer un site internet, ça sert à rien, vaut mieux payer quelqu'un 100, 200, 300 euros là-dessus. Donc il faut savoir externaliser quand c'est nécessaire. Moi par exemple sur Conseil Marketing, c'est ce que je fais, hein. Toutes les vidéos que j'ai, même les audios, en fait, je les fais en fait retranscrire en externe. C'est-à-dire que je vais pas en fait moi-même écouter mes propres enregistrements pendant 45 minutes, les écrire. Non, je vais externaliser ça et donner à quelqu'un ce travail-là. Et moi, je vais juste à relire le texte et le mettre en valeur. Donc c'est vraiment important de se dire ça. Il y a des choses sur lesquelles ça sert à rien de le faire. Moi, par exemple, en dessin, je suis nul, et pourtant, en fait, le dessin est vraiment intéressant. Alors, qu'est-ce que je fais? Soit, en fait, j'utilise un outil comme Canva pour avoir des images qui vont être super sympas, soit, en fait, je fais appel à un dessinateur professionnel qui, lui, me fait un super dessin. Voilà, c'est un petit peu la même chose. Après aussi, il faut se méfier un petit peu des rêves. Il y a beaucoup de gens en fait qui restent dans le rêve ou qui restent dans le fantasme. Par exemple, dans le domaine du blogging, même moi je me suis fait avoir à un moment donné, c'est ce qu'on appelait le rêve du passive income. Le passive income, qu'est-ce que c'est? C'est le revenu passif, c'est-à-dire qu'en fait on vend un e-book, on vend une formation, et puis voilà, on fait tellement de volume qu'après, finalement, on arrive à en vivre tout seul, et puis ça se vend tout seul, et puis on a juste à actualiser de temps en temps, et on reste 4 heures, on travaille 4 heures par jour sur une plage. Ça, c'est un petit peu le mythe en fait, de Tim Ferriss, qui est pas faux, hein, parce que à la base, en fait, Tim Ferriss, sa philosophie, c'est dire externaliser
ce que vous n'avez pas besoin de connaître dans votre métier, tout ce qui est en fait à faible valeur ajoutée. Donc moi je dirais exactement la même chose que lui, sauf que certaines personnes ont compris que ben voilà, pour réussir sur le web, par exemple pour être blogueur pro, il suffit de créer un e-book, créer une formation vidéo et puis faire la promotion, puis les gens vont acheter, puis après j'actualise un peu, j'écris des articles et c'est fini. Or c'est pas ça. Ça en fait ce que c'est tout simplement comment dire, écrire pour une passion, c'est ne pas créer un business. Ce qu'il faut faire en fait, c'est justement créer un business avec des prestations, des produits à vendre, etc. etc. Je l'ai déjà dit plein de fois dans beaucoup d'articles. Ce qu'il faut faire, c'est se dire que c'est pas en vendant des e-books à 7 euros, des e-books à 25 euros, des formations à 100 euros que vous allez vraiment gagner votre vie correctement, parce qu'en fait, dans la société française actuellement, si vous ne faites pas un minimum, on va dire, de 3 000 euros de chiffre d'affaires par mois, compte tenu des charges, des frais, de la qualité de vie quand même, vous n'allez pas vivre correctement. Alors pourquoi 3 000 euros tout simplement parce que vous allez payer, grosso modo, un tiers de charge. Un tiers de charge, c'est-à-dire que vous allez avoir des frais d'autorépondeur, des frais de serveur, des frais d'emailing, des frais de ceci, des frais de cela. Donc grosso modo, vous pouvez vous dire, voilà, c'est 1000. Et après, en fait, tout simplement, vous allez avoir également des frais qui vont être liés en fait à tout ce qui est impôts, charges, etc. etc. Alors ça en fait les gens ne se rendent pas souvent compte, mais ça peut représenter un montant qui est pas négligeable. Parce que par exemple vous êtes auto-entrepreneur, si au départ vous choisissez ce statut-là, vous payez grosso modo 20% de votre chiffre d'affaires TTC à l'État. Donc 20% c'est pas négligeable, plus les impôts que vous allez payer en plus l'impôt sur revenu. Donc grosso modo, allez, vous pouvez compter encore une fois un tiers de vos revenus qui partent aux impôts. Donc si vous comptez un tiers d'impôts, si vous comptiez à peu près, allez, on va dire un tiers de charges, donc frais de déplacement, comme je disais, serveur, blablabla, il vous reste finalement sur les 3000, il vous reste 1000 euros. Alors donc faire 1000 euros, en plus là-dessus, dans ces 1000 euros, vous devez aussi pouvoir gagner tout simplement votre vie pour payer après, on va dire, votre retraite, etc., etc. Donc ça commence à faire très rapidement 1000 euros, c'est pas finalement beaucoup, parce qu'avec ça, vous devez partir en vacances, etc., etc. Voilà. Voilà, juste pour finir, donc un petit round-up de comment devenir un blogueur pro alors qu'on est déjà salarié, ou en fait comment créer son entreprise alors qu'on est déjà en fait en poste. Déjà, numéro 1, vérifier qu'il y a déjà un marché. Ça c'est vraiment la clé. Vérifier que les clients ont véritablement un besoin. Souvent il y a beaucoup trop de startups en fait qui se lancent en fait, qui disent ouais, j'ai l'idée du siècle, c'est génial, de toute façon c'est comme ça qu'a fait Steve Jobs, il s'est pas embarrassé du client, il a créé le produit, c'est génial. Ou alors les gens qui disent ouais, j'ai l'idée du siècle, je suis sûr que tout le monde va l'acheter. Donc ça forcément c'est pas comme ça qu'il faut faire. La bonne méthode c'est d'aller interroger quelques prospects et leur demander en fait qu'est-ce qu'ils ont comme problème, comment ça peut les qu'est-ce qui les aiderait au quotidien, quelle est leur plus grande peur, etc., etc., etc. Donc un petit questionnaire qualitatif sur une dizaine de prospects et vous allez voir tout de suite s'il y a un marché ou pas. Bien sûr après vous pouvez présenter votre produit, mais présentez-le de manière impersonnelle, pas en disant que c'est votre bébé, votre produit, etc. Autrement les gens vont pas vous dire la vérité, mais dites-leur ça. Donc que on soit une startup ou un blogueur, c'est la même chose. Vous n'allez pas par exemple ouvrir un blog pour devenir, je sais pas, gagner des paris sportifs si les gens vous disent non mais de toute façon moi ça m'intéresse pas, je joue en fait au feeling, etc., etc. Deuxième chose, une fois que vous avez vérifié qu'il y a un marché, définir un persona. Alors un persona c'est tout simplement qui va être votre client type, parce que vendre à tout le monde c'est vendre à personne, et dire tiens je vais encore faire un blog sur le web marketing, je vais encore faire un blog sur gagner de l'argent, ça sert à rien. Il faut au contraire cibler et s'adresser à un segment de marché avec des produits qui sont spécialement conçus pour cette cible. Par exemple si vous êtes, je sais pas, dans le domaine de la séduction, vous n'allez pas créer encore un énième site de drague, mais vous allez par contre créer par exemple un site de drague pour les lesbiennes, un site de drague par exemple pour les gens qui sont sportifs, ou un site de drague qui va expliquer comment draguer quand on est gros, etc., etc. Bref, vous allez vous adresser à une cible précise, et vous n'allez pas en fait vous adresser à un site pour tout le monde, parce que les sites pour tout le monde ils sont déjà pris. Voilà. Ensuite,
dès que, c'est pareil pour le blog, hein. Pour un blog pro, vous n'allez pas créer comme je disais, un énième blog sur le marketing, mais vous allez créer un blog par exemple sur Google AdWords, un blog sur Facebook Ads, un blog sur sur Google Analytics. Bref, vous allez vous cibler et vous adresser à un marché très précis. Et vraiment, par exemple sur Facebook Ads, il y a beaucoup de demandes là-dessus. Il vaut mieux être un spécialiste dans un domaine d'activité où il y a beaucoup de demandes, où il y a une demande en tout cas qui est importante, urgente, et à ce moment-là en fait vous aurez beaucoup plus de succès. Vraiment, un marché, c'est quand il y a quelqu'un qui a un besoin urgent, important, et pour lequel il est prêt à payer maintenant. Ça, c'est vraiment important. Une fois que vous avez fait ça, vous dites, voilà, quel est le produit minimum viable, c'est-à-dire tout simplement quelle est la fonction principale, qu'est-ce que veulent véritablement les clients. C'est-à-dire que si vous êtes blogueur, vous n'allez pas créer une encyclopédie du marketing ou une encyclopédie de votre sujet. Par exemple, voilà comment on apprend le poker de A à Z, on va donner toutes ses connaissances, on va tout apprendre, mais 10 ans de connaissances, et on va faire un truc qui va être génial mais imbuvable, c'est-à-dire que les gens vont voir ces encyclopédies en 50 pages avec des trucs qui sont importants ou pas. C'est souvent en fait l'erreur que font les gens et qui lancent un blog pro, qui veulent vendre une formation, un e-book, etc. Ils se disent je vais mettre le meilleur du meilleur, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai connu, etc. Or en fait on arrive à un bouquin qui est académique, où on commence par l'historique, et puis on commence après par l'introduction, et puis on commence après par y arriver au bout de 50 pages. Or en fait les gens ils veulent pas ça, ils ont un problème qui est important, qui est urgent, qu'ils veulent résoudre, et ils veulent une méthode qui va être facile, rapide à montrer en œuvre, avec un bénéfice concret. Vous pouvez regarder sur mon blog, hein, c'est marqué 21 jours pour bloguer comme un pro, c'est 6 semaines pour devenir plus efficace. On a bien une promesse avec un résultat qui est obtenu en très peu de temps, avec une caractéristique. Devenir plus efficace en 6 semaines, bloguer comme un pro en 21 jours. Voilà, donc c'est le problème, le résultat et le timing. Voilà. Alors, ça c'est aussi valable pour si on veut monter une startup, hein, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va commencer par avoir une fonctionnalité qui est top et on va tout simplement la faire le mieux possible, ou en tout cas le faire le minimum pour qu'on puisse se distinguer de tous les autres et qu'on dise voilà, moi il faut acheter mon produit parce qu'il y a ça c'est le plus important. Donc ensuite c'est monétiser le plus tôt possible. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais je vais créer un blog et ensuite vous allez vendre un produit. Non, il faut vraiment se sortir cette idée de la tête, comme aussi l'idée du passive income, hein, où on se dit tiens on va sortir des e-books et on va sortir des formations vidéo puis on va en vendre pour des centaines de milliers d'euros. Ça n'arrive quasiment plus, sauf à avoir un gros marché de volume. Faut se dire au contraire, voilà, je vais lancer un blog et dès le départ je vais proposer du coaching, je vais proposer de la formation, je vais proposer de l'accompagnement, et ça va me rapporter des euros et des dizaines d'euros, voire des centaines d'euros très rapidement. Une heure de consulting, moi je le fais minimum à une centaine d'euros, ça va être 149 euros pour maintenant. Au début je crois que c'était 127. En tout cas en fait faut vendre au minimum une centaine d'euros l'heure, grosso modo 350 à 400 euros la journée minimum. Moi c'est la demi-journée qui est 400 euros, mais c'est parce qu'en fait je suis devenu consultant expert et senior, etc. Quand vous êtes débutant, vous pouvez ensuite vous adresser à des gens qui ont des budgets moins importants, hein, et vous dire finalement ça va être 450 euros la journée ou 400 euros la journée, mais c'est une tranche basse. Encore une fois, il faut savoir qu'en France il y a au moins 20-25% de vos revenus qui vont partir à l'État. Si vous êtes auto-entrepreneur, je crois que c'est 25%. Si vous avez une société, c'est payé sur les bénéfices, etc. Mais bon, même si vous n'avez pas de bénéfices, vous serez obligé de payer un comptable, vous serez obligé de payer la CFE, etc. Donc quelque part, vous allez quand même devoir payer aussi des impôts. Donc vous ne dites pas que tout l'argent que vous avez, vous allez avoir dans votre poche à vous. En plus, il y a les frais, le site internet, la solution d'emailing, etc. Donc voilà, il est important de se dire que le passive income, on va vendre des formations vidéo, des e-books, de la pub, ça marche pas. Au contraire, il faut monétiser le plus rapidement possible et pas attendre d'avoir un bouquin. Vous allez pouvoir donc sortir du coaching ou des choses comme ça, de la prestation. Vraiment, c'est ce qui permet de vivre, hein. C'est une des leçons que j'ai retenues moi quand j'étais indépendant, c'est vendre du bouquin, vendre de la pub, etc. Ça rapporte pas assez. Sauf cas exceptionnel, par exemple sur conseil marketing, hein, la publicité ça rapporte plus de 2000 euros tous les mois, 2200, 2500 euros tous les mois de publicité. Donc c'est vrai que ça fait un chiffre intéressant, mais c'est parce que le blog est ancien, il y a beaucoup de pages, il y a beaucoup de contenu, et après bien sûr c'est que du bénéfice, que du bénéfice si on vend de la formation vidéo, si on vend du coaching, etc. Ensuite, quand on veut se mettre à son compte et qu'on a un boulot, il faut mettre des jalons. Moi, j'ai déjà fait, je vous l'ai déjà expliqué.
C'est-à-dire que voilà, je me donne 6 mois pour faire tant de chiffre d'affaires, 1 an pour faire tant de chiffre d'affaires, et ensuite il y a un switch. Est-ce que je switch de mon boulot ou pas, ou alors je me donne un peu de temps, ou alors je change les choses. Je dis toujours, c'est en faisant toujours la même chose qu'on obtient toujours les mêmes résultats. Donc si là je connais un de mes amis qui s'est dit tiens je vais faire consultant SEO, donc c'est quelqu'un qui a pas à la base cette formation là de technicien et de référenceur, mais il s'est dit tiens voilà, je suis passionné du web, ça m'intéresse vachement. Et donc en fait il a eu un licenciement de sa boîte, il a fait un départ négocié, et grosso modo depuis 1 an il a un site internet, il glandouille un peu, il écrit quelques articles, il fait ses tests comme il dit. Mais en fait je lui dis mais alors t'as combien de clients? J'ai quelques clients, j'en fais 2-3 par mois. Mais je dis mais tu vis avec ça? Non, je vis pas avec ça, mais bon c'est le début. Au bout d'1 an il faut se poser des questions. Je lui ai dit mais change ta méthode d'écrire des articles sur ton blog, ça ne sert à rien. Écris-moi un guest posting sur Conseil Marketing, écris des articles sur d'autres sites internet, va prendre de la visibilité ailleurs. Parce que malheureusement c'est pas comme ça en étant dans son coin, en faisant pas de promotion qu'on va se faire connaître. Donc voilà, c'était pour vous dire que c'est en faisant toujours la même chose qu'on obtient toujours les mêmes résultats. Donc il est important de se dire ok, si ça marche pas au bout d'un moment, il faut changer sa méthode. C'est pour cela qu'il faut mettre un petit tableau Excel avec ces dates. Par exemple, moi quand je lançais mon projet, je m'étais dit tiens, c'était il y a 6-7 ans de ça. Je m'étais dit voilà, mon objectif c'est de faire 1500 € par mois de chiffre d'affaires minimum pour pouvoir me lancer. Et donc je me suis dit voilà, je commençais je crois à 300-400 € à un moment donné, c'était il y a longtemps. Et donc en fait j'avais mon petit fichier Excel, j'avais mes dépenses, j'avais mes recettes, et puis donc voilà, je regardais qu'est-ce qui me rapportait de l'argent. C'était du bouquin, c'était de l'e-book, c'était de la formation vidéo, c'était du coaching, etc. J'ai redétaillé ça, j'avais mis mes objectifs et je regardais où j'avais baissé, où j'avais augmenté. C'est vraiment simple à faire, un petit fichier Excel, date en fait grosso modo sur 1 an, 1 an et demi, parce que généralement il faut quand même une petite année pour commencer à faire émerger un projet quand on est à moitié salarié. Et donc là hop, on regarde en fait ces dates, on regarde le chiffre d'affaires, on regarde comment on gagne de l'argent et où on doit faire l'effort. Moi par exemple c'est comme ça que je me suis rendu compte que je m'étais dispersé. J'avais ouvert Conseil Marketing depuis quelques temps, puis j'avais aussi des blogs sur le coaching, sur le développement personnel, et puis en fait je me rendais compte que je passais beaucoup de temps à faire là-dessus mais que ça me rapportait quasiment pas d'argent. Alors oui, j'étais content parce que ça vendait quelques e-books, c'était un truc un peu fun en plus, ça m'amusait à l'époque, mais en fait je me suis dit mais non, mais il faut que je me recentre sur mon projet principal. Donc mettre des jalons, c'est se dire voilà, au bout de 3 mois je devrais gagner ça, au bout de 6 mois je devrais gagner ça, et puis à la fin je me suis dit qu'est-ce que je fais, est-ce que stop ou encore? Ça c'est un truc qui est vraiment important, et c'est un problème psychologique en fait qu'ont beaucoup de personnes. C'est en fait quelque chose que l'on peut voir dans un livre qui s'appelle Influence et Manipulation, et qu'on voit également dans un autre livre, c'est le petit traité, alors le traité de, alors je vais vous le trouver, traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, voilà. C'est le traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, qui est un livre en fait qui est sorti il y a très longtemps, et qui est très longtemps, moins de 10 ans, 20 ans. Je pourrais même pas vous dire, la date, mais en tout cas ça fait un petit moment. Donc ce bouquin-là, il montre en fait que plus les gens se sont engagés à faire en fait une action, plus en fait ils continuent. Par exemple, l'illustration qui est donnée, c'est voilà, j'attends le bus, et puis l'indicateur du bus il me dit tiens, le bus arrive dans 5 minutes. Puis 5 minutes ont passé et il y a encore marqué le bus arrive dans 3 minutes. Et là 3 minutes passent et le bus arrive toujours pas. Et là vous dites bon allez, ça fait déjà 5 minutes plus 8 minutes que j'attends, allez j'attends encore 5 minutes. Et puis au bout de 5-10 minutes, vous dites je me suis fait avoir, et puis vous partez à pied, puis c'est là que le bus arrive et vous le loupez parce que vous avez fait 100 mètres et puis le bus s'est pas arrêté pour vous. Donc en fait ce phénomène c'est le fait de continuer et pas en fait ce qu'on appelle couper ses pertes. C'est un petit peu la même chose en bourse. En bourse en fait, si vous voulez ne pas perdre de l'argent, il faut se définir en fait un montant que vous allez utiliser, miser, jouer comme dans un casino par exemple, et vous dites ok, je dépense ce montant là et après c'est fini. C'est comme pour les soldes, vous pouvez définir comme ça un montant à ne pas dépasser. Voilà, je m'amuse et je fais ça. Moi par exemple quand je suis en vacances,
c'est la même chose. Je me dis voilà, mon budget il est de temps et je peux m'amuser et partir en vacances, faire un resto, etc. jusqu'à tel montant, ce qui permet vraiment de profiter de son temps, de s'amuser et pas avoir après un regret en disant oh là là j'ai pas dépensé beaucoup pour ceci, pour cela. Non, il faut se mettre comme ça un budget et puis après bah, on s'arrête, voilà c'est tout. Donc c'est pareil, il faut se mettre des jalons, il faut se mettre des indicateurs et on dit ok, quand est-ce qu'on fait un stop ou encore. Ensuite, quand on a fait ça, on va essayer surtout de se différencier en cassant les codes. En cassant les codes, c'est ce qu'on appelle la stratégie océan bleu. Hein, je l'ai déjà détaillé sur mon blog, hein, la stratégie océan bleu. C'est se dire en fait, on va voir quelle est l'offre qui est actuellement sur le marché, que font tous les autres, et je vais changer 2-3 choses significatives dedans. Donc vous tapez sur conseilmarketing.com, stratégie océan bleu. Hein, c'est vraiment simple, c'est je regarde en fait quels sont les critères de choix d'un produit actuellement. Par exemple, quand je cherche un téléphone ou un forfait téléphonique, est-ce que c'est sans engagement ou pas, est-ce qu'il y a un téléphone qui est inclus ou pas, est-ce que l'abonnement est cher ou pas, etc., etc. Donc il y a un certain nombre de critères et dans ces critères de choix, je vais en supprimer, en ajouter d'autres. Par exemple, je me retourne dans le blogging, hein, comme c'était l'initial, tous les blogs actuellement marketing sont par exemple avec du texte, ou tous les blogs marketing sont avec de la vidéo, et puis c'est plutôt un ton sérieux, et puis bon c'est du pavé, et puis c'est parfois des interviews, des choses comme ça, c'est des actualités. Ok, voilà donc à quoi ressemblent actuellement les blogs. Mais moi qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un ton personnel. Par exemple, je vais tutoyer les gens. Et puis au lieu d'avoir des textes longs, chiants, finalement en fait je vais faire que des images. Un petit peu comme si vous connaissez dans le marketing, hein, il y a un marketeur qui s'appelle Tom Fishburn. C'est le marketooniste. Tom Fishburn, fish comme un poisson, burn comme une burn, voilà. C'est The Marketoonist. C'est un gars en fait tout simplement qui a basé entièrement son business sur des dessins. Et donc en fait tout simplement il fait plein de dessins sur le marketing, etc., etc. Et donc en fait c'est quelqu'un qui est payé pour ça. Et donc les gens le payent pour faire des dessins sur plein de sujets d'actualité. Et donc c'est assez sympa. Alors bien sûr si vous partagez ces images, vous devez payer, hein. Il y a un droit comme ça de licence de diffusion et d'utilisation sur votre site internet. Mais voilà, vous pourrez très bien vous dire finalement moi je veux me différencier de tous les marketeurs qui sont sur le marché, parce que finalement au lieu de publier un article par jour, en fait je vais publier une image par jour avec de l'émotion, avec du sentiment, avec de l'humour, etc., etc. Et ça va être ma marque de fabrique. Et puis après je vais vendre en fait je sais pas un coaching sur comment faire de la transition numérique, comment on peut motiver les gens, enfin j'en sais rien. Après bien sûr il faut avoir un truc qui soit lié à votre secteur d'activité. Voilà. Donc à vous de voir comment vous pouvez casser les codes. C'est-à-dire que ça sert à rien de refaire un conseil marketing. Ça c'est parfois les gens qui essayent de refaire conseil marketing. J'ai déjà vu avec des noms web marketing, conseil, machin. Enfin bon, des noms qui étaient un petit peu comme les miens. Même des articles qui ont été à moitié copier-coller. Le problème c'est que quand on n'a pas l'expertise, on n'a pas le ton, etc. C'est compliqué. Il vaut mieux se différencier et changer les choses. Je dis pas que conseil marketing c'est le meilleur. Au contraire, hein. Moi je vois bien que créer des gros articles comme je fais, des podcasts comme je fais qui sont super longs, détaillé, parfois ça emmerde les gens, hein, faut être clair. Donc en fait il faut se dire qu'est-ce que veulent les gens, et c'est pour ça qu'en fait que j'ai fait du podcast et que j'ai fait de la vidéo, parce que il y a plein de gens en fait qui aiment plus lire les textes, et par contre écouter les textes c'est possible. Mettre de l'émotion aussi, j'essaie de le mettre par exemple dans mes articles. Souvent c'est assez, je veux dire, policé, c'est assez vous faites ceci, je vous conseille de faire cela. Tandis qu'en fait si vous écoutez une vidéo, un podcast, vous verrez que je suis un peu plus tranché, hein. Il y a plus d'émotion quand je parle, vous voyez bien, je dis des choses, je fais passer d'émotions, je raconte des histoires, etc. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, n'oubliez pas de penser à la promotion, hein, à créer une liste et à faire de la conversion, hein. C'est souvent en fait un souci qu'on a beaucoup. On va créer du contenu, mais en fait on va pas penser à tout de suite à faire la promotion de son site internet. On va créer sur soi, alors que comme j'ai dit tout à l'heure, avec la personne que je connais qui veut se lancer dans le référencement, enfin qui s'est lancé depuis un an dans le référencement, ça marche pas. Et le pire c'est que je discutais avec elle tout à l'heure, voilà, ses droits au chômage s'arrêtent bientôt, et c'est fou
fou, mais ils pensent pas en fait à changer. Il faut changer la méthode. Si ça marche pas, c'est qu'il faut changer les choses. Alors c'est comme en foot, hein, quand ça va pas, on change les équipes. Et ben pareil, quand on a une stratégie qui ne fonctionne pas, il faut prendre, faut prendre sur soi et se dire ok, j'ai peut-être pas fait la bonne chose. Alors j'essaye et je teste autre chose, et jusqu'à ce que je trouve une méthode en fait qui soit adaptée à mon feeling, à mes capacités, hein. Si on est facile à l'oral, on va faire un podcast. Si on est plutôt bon à l'écrit, on va plutôt écrire. Si on est bon en dessin, on fait du dessin. Bref, on va pas se forcer, mais on va faire des choses qui vont être adaptées à sa personnalité. Voilà. Et le dernier point, ça c'est une fois qu'on a commencé à lancer son offre, on va pas y passer des heures encore une fois et être obtus et à se dire j'ai raison. Il faut écouter ses clients et savoir pourquoi les gens achètent, pourquoi ils achètent pas, quel est leur problème, pourquoi en fait votre produit ne décolle pas, ou au contraire pourquoi il décolle. Et là vous allez créer d'autres produits si ça marche, et si ça marche pas en fait vous allez voir quelles sont les questions qui se posent, pourquoi ça marche pas, etc. Donc vous pouvez faire une étude bien sûr par email, mais le mieux c'est d'appeler quand même des clients si vous pouvez. Moi j'ai vraiment une vertu là-dessus de se dire c'est en rencontrant en face à face que j'ai fait mes meilleures innovations marketing, c'est en rencontrant en face à face les gens que j'ai fait mes meilleurs produits, c'est en discutant avec eux que j'ai réussi à sortir des idées originales, et souvent c'est de la co-création, la personne ne se rend pas compte mais elle vous donne la solution de son problème. Souvent rien qu'en discutant, c'est elle qui vous dit comment faire, parce que vous allez inventer une solution, mais c'est quand même mieux quand c'est le client qui vous dit de manière directe ce qu'il veut. Voilà. Donc ça c'était justement mes petits conseils pour vous lancer sur le web et tout simplement trouver une idée qui va vous permettre de passer du statut de salarié à celui de blogueur pro ou de start-upper. Donc voilà, à vous de jouer. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'oubliez pas, vous pouvez ici aller sur conseilmarketing.com, utiliser le moteur de recherche qui est en haut à droite. Tapez un mot-clé et vous verrez, j'ai beaucoup d'articles, hein. Ça fait 10 ans que je blogue sur Conseil Marketing, et généralement il y a quasiment tous les sujets qui sont abordés, et donc n'hésitez pas à rechercher. La deuxième chose, si vous avez besoin d'aide, plus d'accompagnement à la fois sur le test de produit, ce soit la conversion, la génération de trafic, abonnez-vous à la Star Marketing Academy. À chaque fois je le dis, mais c'est quand même intéressant. La Star Marketing Academy, c'est ma formation pour devenir un Growth Hacker. C'est-à-dire que vous allez tout simplement apprendre à générer du trafic, à améliorer la conversion, à être beaucoup plus efficace. C'est une formation que j'ai voulu comme être vraiment 100% pratique, parce que comme je dis tout le temps, moi j'en ai un petit peu marre des formations académiques. J'en ai aussi, hein, avec 40 heures de vidéo où on apprend de A à Z comment faire. Le problème c'est qu'en fait une fois qu'on a regardé toute la vidéo, on a déjà bouffé tout le temps qu'on avait à consacrer pour mettre en application la formation, et puis quand on a commencé le début, si on n'a pas mis en place le début, en fait on arrive à la fin et puis on se souvient plus ce qu'on a vu au départ. Donc ce qui est important avec la Star Marketing Academy, c'est que vous recevez tous les mois 1 heure, 1 heure et quart de vidéo, et là tout simplement je vous donne des conseils pour faire de la croissance, pour générer du trafic, améliorer les conversions. C'est vraiment quelque chose de simple, il y a 4-5 vidéos maximum, il y a 1 heure, 1 heure et quart de vidéo, et avec ça en fait vous allez pouvoir faire décoller votre business ou découvrir des trucs et astuces qui vont vous aider à développer votre startup et à vous lancer. Alors c'est un abonnement, hein, c'est 25 € par mois, hein, c'est vraiment un prix abordable, surtout en fait que vous avez déjà l'historique de toutes les vidéos précédentes qui sont disponibles dans la Star Marketing Academy dès que vous vous inscrivez. C'est-à-dire que vous recevez dès le départ 30 ou 40 heures de vidéo. Vous pouvez voir directement les mois et les mois de vidéos qui sont inclus dans la Star Marketing Academy. Donc là, n'hésitez pas, si vous allez sur star-marketing-academy.com, là vous allez pouvoir voir par exemple à la fin à peu près les... j'ai noté, je crois qu'il y a 90 ou 95 vidéos qui sont déjà disponibles, avec à chaque fois des sujets qui vont pouvoir vous aider, comment garantir un minimum par jour, comment faire ceci, comment faire cela. Voilà, je vous explique tout. Et donc rendez-vous sur star-marketing-academy.com, et là je vous donnerai plein de conseils. Donc ça c'est 25 € par mois. Et si vous n'avez pas l'argent, si vous ne souhaitez pas investir, c'est pas grave, il suffit de vous rendre sur conseilmarketing.com et vous avez plein de conseils gratuits aussi. Allez, à bientôt!